Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 10 mars. Voici les titres. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a nommé le général-major Ammar Temnia commandant des forces terrestres et le général-major Nourdine Hendli, commandant de la 5e région militaire. Le président de la République félicite les cadres et agents de la Sûreté nationale et de la protection civile pour leurs efforts consentis visant à faire face à l'épidémie du coronavirus depuis son apparition et les incite à plus de vigilance. Dans le pays, toutes les mesures sont prises pour faire face à la maladie. Selon le ministère de la Santé, nous ferons le point dans le monde où nous irons en Italie, 2e pays touché par l'épidémie. Comment les Algériens établis là-bas vivent-ils le confinement général décidé par les autorités italiennes? Réponse en direct avec le consul général d'Algérie à Milan, puis les citoyens en Bologne. Enfin, conséquence de l'épidémie mondiale de coronavirus, cette importante chute des prix du pétrole, moins 25% avec un léger rebond ce matin. Nous recevrons Mourad Preur, expert pétrolier international, pour parler des conséquences sur l'économie algérienne touchée de plein fouet par cette baisse. Bonsoir à tous et bienvenue. Je vous disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a nommé le général-major Ammar Temnia commandant des forces terrestres et le général-major Nourdine Hendli commandant de la 5e région militaire, selon un communiqué du ministère, plutôt de la présidence de la République. La nomination s'est faite conformément à la Constitution, notamment en ses articles 91 et 92, et en vertu des dispositions des 2 décrets présidentiels du 7 mars 2020. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a dépêché aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, à Nouakchott, porteur d'un message du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Razaoui. Arrivé aujourd'hui, Sabri Boukhadoum a été reçu par le président mauritanien. Le ministre des Affaires étrangères a été reçu par le Premier ministre mauritanien. Et le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, a adressé un message au directeur général de la Sûreté nationale et un autre message au directeur général de la protection civile, dans lequel il a transmis les remerciements et les félicitations du président de la République à tous les cadres et agents de ces 2 corporations pour leurs efforts consentis visant à faire face à l'épidémie du coronavirus depuis son apparition, et ce dans les 4 coins du pays, notamment les aéroports, ports et frontières terrestres. Ces efforts ont permis jusqu'à présent de contenir et maîtriser la situation et de prendre en parallèle les mesures nécessaires et de mobiliser les moyens dans le souci de garantir la sécurité des citoyens, précise le message du président. Abdelmajid Tebboune a par ailleurs présenté ses encouragements aux cadres et agents des 2 corporations, les appelant à plus de vigilance et de mobilisation afin de faire face à cette épidémie, à davantage de coordination avec les différents services et d'action de proximité avec les citoyens, en s'engageant pleinement dans leur mission régulière à dimension humaine qui ne s'écarte pas de leur qualité morale et de leur formation au sein des 2 corps, relevant l'impératif d'œuvrer de concert pour la consécration de ces missions avec vigilance et détermination dans le cadre de la nouvelle République. Puis les services de secours face au défi du coronavirus, la protection civile est au premier plan, notamment dans la première prise en charge des sujets contaminés ou suspectés. Pour parer à toute urgence sanitaire, des ateliers sur les secours médicalisés sont organisés à Alger au profit des médecins chefs de la protection civile. Camélia Mellel.
Cette rencontre de sensibilisation sur les secours médicalisés est organisée au profit des médecins relevant de la direction de la protection civile. Une rencontre qui entre dans le cadre de la riposte face au nouveau coronavirus. Les participants à cet atelier ont insisté sur la nécessité de sensibiliser et d'informer les citoyens sur le Covid-19, ainsi que sur le mode de diagnostic, de traitement des malades et les mesures préventives. Nous avons organisé ces ateliers au profit des médecins-chefs relevant des unités de la protection civile, vu qu'ils sont les premiers à être en contact avec les sujets. Face à la propagation de cette épidémie à l'échelle mondiale, les services de secours doivent adopter une nouvelle vision, notamment par la mobilisation de tous les moyens matériels et humains disponibles et la coordination entre les acteurs concernés. Ces ateliers organisés visent à asseoir une coordination efficiente avec le ministère de la Santé et à mettre en place une stratégie unifiée pour faire face aux défis sanitaires croissants qui se posent au service de secours de la protection civile. Et pour assurer une meilleure prise en charge des malades, la Direction générale de la protection civile a doté également chaque wilaya de 3 ambulances équipées de tenues de protection adéquates et d'équipements de pointe pour le dépistage du coronavirus et le transfert des personnes contaminées ou suspectées de contamination vers les établissements hospitaliers. Et le ministre de la Santé rassure, tous les moyens nécessaires pour faire face au coronavirus sont mobilisés. Abdelrahman Ben Bouzid est revenu aujourd'hui au Forum Chab sur l'évolution de la maladie dans le pays et les mesures prises pour y faire face. Pour rappel, le nombre de personnes atteintes n'a pas bougé depuis 48 heures. Elles sont au nombre de 20. Nesrine Ben Saïdi. Tous les moyens nécessaires sont mobilisés pour faire face au coronavirus. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, lors de son intervention au forum du quotidien Chab. Le ministre a aussi fait état de la disponibilité de 2 millions de masques au niveau des stocks d'urgence de la pharmacie centrale. Nous avons suffisamment de masques pour tout le monde. Nous avons donné des instructions fermes aux douanes pour interdire l'exportation de ces produits. Nous avons accordé toutes les facilités aux producteurs locaux au niveau du port pour ce qui est de la matière première et pour la fabrication de ce genre de matériel. Le ministre a aussi annoncé l'ouverture d'un annexe relevant de l'Institut Pasteur à Oran, Constantine et Ouargla, outre le recours à un laboratoire relevant du secteur privé à Sétif. On a demandé à Nous allons importer d'autres caméras thermiques en plus de celles que nous avons ici. Nous avons aussi un appareil pour dépister ce virus à Oran, à Constantine et à Ouargla, pour éviter aux patients de faire 900 km. Il y a aussi le laboratoire de Sétif et Tamanrasset. Un plan stratégique d'information et de communication est aussi mis en place, prévoyant notamment une plateforme pour réceptionner tous les appels et demandes de renseignement des citoyens sur le numéro 3030. Et conséquence du coronavirus, ruée dans les pharmacies. Exemple à Alger où une forte demande est constatée pour les masques de protection, les gels hydroalcooliques et autres produits afin de se prémunir du coronavirus. Près de 20 officines pharmaceutiques ont été visitées ce matin. Constat de Yamina Saïdji. Alors que l'épidémie du coronavirus commence à se propager en Algérie, les gels hydroalcooliques et les masques chirurgicaux sont littéralement introuvables dans la plupart des officines de la capitale, sans compter que leur prix est jugé beaucoup trop élevé par les citoyens. Les bavettes, avant elles faisaient 40 dinars, c'est comme ça. Maintenant, même maintenant 100 dinars, ok. C'est une épidémie qui peut me toucher moi, la nôtre, et même les pharmaciens ou d'autres qui vendent ça, où ils profitent de l'occasion. Hein? Il y a des gens à 100 dinars, ils ne peuvent pas se permettre d'acheter. De leur côté, les pharmaciens s'expriment sur cette situation. C'est pratiquement dans toutes les pharmacies, parce que chez les grossistes, les prix aussi ont augmenté. On achetait par exemple les simples bavettes, les masques chirurgicaux à 15 dinars, 10 dinars l'unité. Maintenant, on les achète à 60 voire 70 dinars l'unité. C'est pour ça que les prix ont augmenté aussi. Même chose pour les gels hydroalcooliques. D'accord, ils sont à combien ? Entre 200 et 300 dinars pour les petits formats. Les grands formats, 1300 dinars
Même chez le grossiste, يقول لك هما زادوا لي وتروحي عند le fabricant يقول لك زادت la matière première par exemple l'alcool. On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Je connais Sahzad, je connais Mazad. Gars, يقول لك هذا زاد هذا. تسمى حنا par rapport à la demande, لازم نجيبوا pour les gens. Il y a un risque. Vous en vendez combien à peu près? Le triple carrément par rapport à avant. Les prix sont en nette augmentation face à la demande des consommateurs. Nous avons essayé d'en savoir plus du côté des fabricants, mais sans succès. La solution la plus efficace et la moins coûteuse reste de se laver fréquemment les mains avec du savon. Et ils sont plus de 60 millions d'Italiens mis sous cloche. La décision hier par décret du gouvernement de Rome. Les Italiens sont priés de rester chez eux. Nous nous intéressons ce soir aux conditions de vie des ressortissants algériens en Italie à la lumière de ce confinement. Et on joint tout de suite par téléphone le consul général à Milan, l'une des villes les plus atteintes du pays. Monsieur Ali Rejal, bonsoir. Pouvez-vous nous parler des mesures prises pour venir en aide aux Algériens installés en Italie? Et y en a-t-il qui ont pris contact avec le consulat? Merci. Écoutez, depuis l'apparition du coronavirus en Italie, il y a plus de 2 semaines, et la prise de mesures préventives par les autorités italiennes compétentes pour éviter bien sûr la propagation du virus, le consulat général à Milan a enclenché immédiatement une campagne de sensibilisation en direction des membres de la communauté nationale établie au nord de l'Italie, qui est, comme vous le savez, la zone la plus touchée par le virus, en utilisant les canaux de communication disponibles, comme les réseaux sociaux et les appels téléphoniques personnalisés. Nous avons précisément conseillé à nos compatriotes de suivre les consignes de prévention énoncées par les autorités sanitaires du pays d'accueil, d'être vigilants et de limiter les déplacements en cas de nécessité impérieuse et de rester en contact permanent avec les services consulaires. Bien évidemment, tout ce travail se fait en étroite coordination avec les autorités publiques en Algérie et également avec l'ambassade d'Algérie à Rome. Et d'ailleurs, je saisis cette occasion pour rassurer nos compatriotes vivant en Italie et leurs familles en Algérie que d'après nos contacts réguliers avec les autorités italiennes compétentes, nous n'avons fort heureusement constaté aucun cas de contamination parmi les Algériens qui se trouvent en Italie. Elle se présente en Italie présentement. Merci. Merci Monsieur Rejal. Je rappelle que vous êtes consul général d'Algérie à Milan. Direction une autre ville italienne, Bologne, pour retrouver le président de l'association Une Canne pour l'Afrique, Nourdine Amirouche, un Algérien installé dans cette ville. Bonsoir Monsieur Amirouche, pouvez-vous nous décrire la situation sur place et comment nos ressortissants vivent-ils ce confinement général dû à l'épidémie de coronavirus en Italie? Bonjour de Bologne, Bologne, Italia. Je suis Monsieur Amirouche. J'habite à Bologne depuis 42 ans. Je suis le président de l'association Une Canne pour l'Afrique. Ça, c'est le parking du restaurant. Normalement, il est toujours plein. Aujourd'hui, il y a peut-être une vingtaine de... La panique. Ça, c'est le supermarché où il y a des restaurants, où il y a tout. Pratiquement, il y a presque les dates du gouvernement italien ce matin. Ils ont mis toute l'Italie en quarantaine. Il n'y a personne. Merci Monsieur Nourdine Amirouche, le président de la République
Abdelmajid Tebboune a présidé aujourd'hui au siège de la présidence de la République une réunion de travail consacrée à l'évaluation de la situation économique au lendemain de la chute drastique des prix du baril du pétrole sur le marché international, a indiqué un communiqué des services de la présidence, dont on voici un extrait. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui, le 10 mars, au siège de la présidence de la République, une réunion de travail consacrée à l'évaluation de la situation économique au lendemain de la chute drastique des prix du baril de pétrole sur le marché international, sous le double effet du ralentissement de l'économie mondiale. Après avoir entendu des exposés présentés par les participants à cette rencontre, le président de la République a donné des orientations pour faire face à une conjoncture qui reste difficile, mais face à laquelle l'État dispose des moyens nationaux pour y faire face. À ce titre, le président de la République a instruit les membres du gouvernement présents à cette rencontre pour prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour juguler les effets de cette conjoncture adverse sur l'économie nationale, mais aussi pour le citoyen, pour que le citoyen ne soit en aucun cas touché, ni dans son revenu, ni dans son quotidien. Et comme vous l'avez compris, le ralentissement de l'économie chinoise dû à l'épidémie du coronavirus a lourdement impacté les marchés de la planète. L'un d'entre eux, celui du pétrole. Les prix du baril ont connu une baisse drastique avec un léger rebond ce matin. Et puis, bien sûr, l'Algérie, dont l'économie est dépendante des hydrocarbures à plus de 80%, est touchée de plein fouet par cette baisse. Nakhla Larbi. Le monde de l'épidémie de coronavirus qui a touché pas moins de 90 pays et contaminé plus de 100 000 personnes a littéralement fragilisé, pour pas dire plombé, l'économie mondiale et induit la chute des prix du pétrole qui a connu un léger rebond ce matin après avoir franchi hier le seuil de $35. Un indicateur pour les experts pour qui les prix de l'or noir est ni plus ni moins un thermomètre de l'économie mondiale dont les voyants sont au rouge depuis 3 mois. Foyer de l'épidémie, la Chine, dont les usines tantôt à l'arrêt, tantôt tournant encore au ralenti, et qui est le premier consommateur mondial de brut avec une demande estimée à 14 millions de barils par jour, est un exemple éloquent. D'autre part, les bourses mondiales ont vécu une semaine particulièrement éprouvante. C'est le cas notamment de Wall Street qui a connu ces derniers jours les pires moments depuis la crise financière de 2008. L'échec des pourparlers entre l'OPEP et non-OPEP vendredi dernier quant à la réduction de 1,5 million de barils par jour de la production en vue de réduire les effets de la chute des prix, notamment sur les pays producteurs, n'est pas pour arranger les choses. L'Algérie, qui a quant à elle élaboré une loi de finances sur la base d'un baril à $50, pourrait être appelée à revoir ses prévisions budgétaires. L'effondrement des prix du pétrole ne sera en effet pas sans conséquences sur la fonte des réserves de change. Si la propagation de l'épidémie prend davantage d'ampleur et la chute des cours du pétrole persiste, l'Algérie n'aura d'autre choix que de recourir à des financements extérieurs. Face à cette situation, les États du monde prennent des mesures drastiques, renforçant le confinement et annulant d'importants événements économiques et culturels en vue d'enrayer la propagation de la maladie. Et pour en parler avec nous ce soir, Mourad Preur, expert pétrolier international et spécialiste en stratégie énergétique. Monsieur Preur, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Première question, une réaction à la réunion extraordinaire du président de la République? Bon, il faut être réactif par rapport à une crise qui avance très vite et qui avance dans une très forte incertitude. Donc il est bon que le gouvernement prenne en charge de manière, je dirais même quotidienne, le traitement de cette crise. Parce que nous sommes frappés par cette crise violemment. Il faut prendre des décisions, il faut prendre la mesure de nos vulnérabilités. Hein. Nous sommes dépendants à 98% des recettes d'hydrocarbures. Nous sommes dans une situation où notre production stagne et nos exportations. Notre économie n'est pas diversifiée, etc. Bon, tout ce que nous savons sur nos vulnérabilités. Mais une crise, ce sont des menaces, mais aussi ce sont des opportunités. Ça, c'est toute mon expérience de pétrolier qui me fait dire ça. En fait, cette crise ne frappe pas que l'Algérie. Elle frappe le monde entier. Et donc, nous avons encore
nous avons un potentiel de résilience à cette crise. Nous avons encore des réserves de change de l'ordre de 60 milliards de dollars. Il fut un temps où nous avions 200 milliards de dollars, mais 60 milliards de dollars, ça n'est pas rien. Il faut tirer avantage de cette crise pour non pas... il faut plus rester dans les logiques qui étaient les nôtres par le passé. D'accord ? C'est-à-dire qu'il s'agit de regarder l'économie différemment. Il faut accélérer les réformes. Il faut regarder de plus près la gouvernance de notre économie, de façon à la rendre moderne, transparente, etc. Et donc compétitive. Hein. Mais je vais étonner en disant cela. Une crise, ça veut dire qu'il y a qu'elle frappe tout le monde. Et ça veut dire qu'il y a des sociétés, des entreprises, des actifs qui sont en difficulté et que nous pouvons acquérir. Je le dis droit dans les yeux de nos téléspectateurs. C'est-à-dire qu'on peut tirer avantage de cette crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un télescopage entre une baisse une décroissance de l'économie chinoise. On prévoit 1% de croissance alors qu'elle en était à 6%. Hein. 90% des exportations chinoises sont à l'arrêt, 65% de l'économie est à l'arrêt, 400 millions de Chinois sont confinés. 50 pays sont touchés par la crise. L'Italie, maintenant, qui confine 60 millions d'habitants. Donc, c'est une crise il y a cette crise. Il y a d'un autre côté une baisse de la demande qui était présente déjà. Il y a une surabondance de l'offre avec les pétroles de schiste américains qui atteignent des sommets jusqu'à 13 millions de barils par jour. Et en fait... Et il y a une rupture du consensus d'Alger entre les pays de l'OPEC et les 10 pays non OPEC autour de la Russie. Justement, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab, n'exclut pas l'organisation d'une nouvelle réunion OPEP et ses alliés. La première s'est soldée sur un échec pour un nouveau plafonnement de l'offre. Est-ce que, si cette situation persiste, qu'adviendra-t-il de nos recettes pétrolières selon vous ? Bon, nos recettes pétrolières, elles ont été de 35-34 milliards de dollars, selon moi, parce que cette crise est une crise qui va agir sur les grands équilibres mondiaux sur toute l'année 2020. Hein. Elle ne va pas être résorbée rapidement. Parce que la Chine, c'est l'usine du monde. Si vous voulez une Volkswagen, elle comporte des pièces électroniques chinoises, par exemple. Eh bien, elle ne peut pas être livrée aux clients, elle va rester en stock parce que les containers ne peuvent pas sortir de Chine. D'où Volkswagen ne peut pas vendre et d'où les sous-traitants de Volkswagen ne peuvent pas vendre. Je cite cet exemple. Et en fait, c'est un effet en chaîne sur toute l'industrie mondiale. Donc, le problème, l'incertitude porte sur la maîtrise de la pandémie et la reprise de l'économie. Alors, dans ce contexte, est-ce que les pays producteurs sont en mesure de trouver un accord, hein? Et quand je dis les pays producteurs, c'est l'OPEC+, donc y compris la Russie. Et la Russie, elle a le break-even point, le point d'équilibre de son budget, il est de 42,4 $ le baril. Ça veut dire qu'elle se sentait à l'aise pour ne pas se joindre à la nouvelle coupe de 1,5 million de barils par jour qui avait été, sachant qu'il y a déjà 1,7 million de barils par jour qui ont été coupés par l'OPEC pour soutenir les prix. La Russie dit, moi, chaque baril que je ne produis pas, c'est des schistes américains qui vont le prendre dans le marché. Bon. Maintenant que le prix du pétrole est descendu jusqu'à 31 $, et ensuite il s'est repris légèrement à 36 $, mais il va rester, il va fluctuer autour de ce pivot de 35 $ jusqu'à ce que le marché ait une visibilité. Le problème, c'est que l'OPEC, quand bien même l'OPEC+, quand bien même elle trouverait un accord,
le marché est un marché psychologique. Il est régi par la peur. Et il sait que la stabilisation du marché ne tiendra pas longtemps. D'accord? Donc, c'est très hypothétique. À mon avis, il faut rester sur un scénario pessimiste et prendre le maximum de mesures de relance économique, de tirer le profit des opportunités de la crise, hein, en se disant on attend des bonnes surprises, que le virus, que la pandémie soit contenue. L'Allemagne risque de rentrer en récession, l'Italie rentre en récession. Les États-Unis, la Federal Bank a réduit de 50 points son taux directeur. Les patrons des banques de l'OCDE se concertent par téléphone. Donc on est vraiment, l'économie mondiale risque un collapsus. Ça, c'est indiscutable. Merci Monsieur Preur. Je rappelle que vous êtes expert pétrolier international et spécialiste en stratégie énergétique. Et puis, on continue notre journal avec cette visite. Lors de la visite qu'il a effectuée dans la wilaya de Biskra, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Kamel Beljoud a procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures et autres projets, notamment le siège de la sûreté de la Daïra Mchouner à Kamel Beljoud, était accompagné des directeurs généraux de la Sûreté nationale et de la protection civile. Et à cette occasion, le ministre a réaffirmé que le Hirak est béni, comme l'a qualifié le président de la République, qui s'est engagé à concrétiser toutes les revendications populaires. Kamel Beljoud a dans ce sillage mis en garde contre toute tentative d'infiltration du Hirak et a appelé à ce propos le peuple à faire preuve de vigilance. Et on vous parle littérature. Je vous propose, avant ça, d'écouter le ministre de l'Intérieur. Après l'élection du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le président de la République s'est engagé à prendre en charge et à concrétiser toutes les revendications du Hirak. De plus, il sera procédé à la révision de la Constitution. Nous avons relevé le retour de la paix et de la sécurité. Néanmoins, je saisis cette occasion pour dire qu'il existe encore des éléments qui veulent détruire ce à quoi est parvenu le Hirak populaire, et ces éléments sortent les mardis et vendredis. Pourquoi ? L'Algérie est entrée dans l'ère de la Nouvelle République, dans laquelle le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est engagé à concrétiser toutes les revendications du Hirak. Ces partis ont des visées et leurs intentions sont claires. Ils veulent détruire le pays, le faire retourner aux années précédentes. À cet effet, j'invite les Algériens à faire montre de vigilance. Cet ouvrage, à présent, celui du journaliste et écrivain Houssine Mezali, l'auteur aborde le sionisme, son histoire, ses mythes et ses personnages en se lançant dans la déconstruction de cette idéologie qui connaît une montée dans le monde. Amalie Siridir l'a rencontré pour vous. Houssine Mezali est un journaliste, essayiste et romancier algérien, né en 1938 à Borjem-Nayel. Auteur de plusieurs livres, il présente aujourd'hui au monde littéraire son dernier ouvrage, Le sionisme. C'est une question que je me posais depuis déjà des années. Je dirais même, il y a une trentaine d'années, j'ai commencé à me poser la question sur le sionisme. C'est vrai que, ni à l'école, ni ailleurs, on ne m'a pas expliqué, alors que je suis journaliste curieux pour connaître les choses, on ne m'a pas expliqué ce que c'était réellement le sionisme. Donc, comme pour les autres livres que j'ai écrits, j'en ai écrit une quinzaine en tout, je me suis mis à faire de la recherche. Pendant 5 ans, donc tout ça m'a conduit à connaître mieux et à écrire un livre pour essayer d'expliquer aux autres, aux Algériens, et même dans le monde arabe, très peu de gens connaissent le sionisme. Pour Houssine Mezali, le sionisme mise sur le maillon faible pour attaquer un pays. L'écrivain affirme que notre pays est dans sa ligne de mire. Bien sûr que l'Algérie est plus que jamais ciblée par le sionisme. Simplement, est-ce que le peuple algérien, la population algérienne est consciente de ce phénomène? Je n'ai pas l'impression, parce que dans les écoles, de quoi on leur parle? Ils ne vont pas aussi profondément que moi dans cette question de sionisme.
ils leur apprennent comme ça superficiellement que la Palestine avait été conquise. Les Algériens, les jeunes Algériens, sont exposés justement à ce genre de séduction par le sionisme. Souvent c'est par l'argent, souvent par des menaces peut-être, ça existe. Mais le sionisme, c'est-à-dire Israël, pour ne pas le nommer, ce pays-là, je me demande maintenant avec le commencement de la décadence américaine s'il résisterait encore longtemps à narguer les pays arabes. Les Israéliens menacent l'Algérie parce qu'ils la savent capable de répondre coup par coup, n'est-ce pas, pour rétablir la vérité là où elle se trouve. Hossein Mezzali affirme aussi que l'une des stratégies du sionisme vise la déstabilisation d'un pays économiquement. Un plan fomenté contre l'Algérie durant les dernières années, dira l'écrivain. Et avec ceci, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.